Est-ce qu'on pourrait pas juste, genre, souffler un peu? Je veux dire, même dans One Piece, il y a des spin-offs entre Marineford et l'île des hommes poissons. Encore pire que ça, l'arc Covid n'est même pas encore fini, et donc les conflits actuels sur la high-tech vont encore s'amplifier. Alors, giga disclaimer, la vidéo ici n'est pas là pour vous faire un rappel de l'actualité, vous expliquer les tenants et aboutissants du conflit russe-ukrainien et de la suite des événements. Déjà, car il y a de très bonnes chaînes bien plus calées que moi qui le font déjà. Je vous invite par exemple à aller voir les différentes vidéos d'Hugo Décrypte sur le sujet pour vous renseigner sur tout ça au jour le jour. Mais aussi car le but de cette vidéo n'est pas de vous ressasser encore tout ça alors que vous devez en bouffer à toutes les sauces matin, midi et soir. Maintenant, l'éléphant il est bien présent dans la pièce et bon sang qu'il en prend de la place, donc j'étais un petit peu hésitant à faire une vidéo là-dessus. Mais je me dis que c'est toujours utile car il y a malheureusement beaucoup de désinformations qui arrivent à se faufiler concernant la situation. Pardonnez-moi donc certaines maladresses que je pourrais avoir sur cette vidéo et aussi si cette dernière devient très vite dépassée. Elle sort le 28 février 2022 et contiendra donc des informations qui ont été récupérées jusque-là, mais tout peut très vite changer en espérant ne pas devoir vous faire un récap hebdomadaire sur ce bazar, clairement. C'était déjà suffisamment déprimant avec la pandémie, pas besoin de le rajouter. Sans trop rentrer dans les détails, mais histoire de situer les faits, un conflit opposant la Russie à l'Ukraine a lieu depuis quelques années maintenant, et ce dernier vient d'éclater la semaine dernière avec les attaques de la Russie contre certaines villes ukrainiennes, comme Kiev par exemple. L'Europe et les États-Unis sont du côté ukrainien et essaient donc de punir la Russie pour ses actes. Une des premières punitions technologiques que la Russie a subies pour le moment est la suspension du système de messagerie interbancaire SWIFT pour les banques russes par l'Union européenne. Et pour le coup, c'est quelque chose que vous, de votre côté, vous utilisez régulièrement. C'est ce fameux code que vous trouvez sur votre RIB permettant d'identifier votre banque. Ça s'appelle aussi un BIC et ça permet de savoir votre pays, votre banque, votre agence, etc., etc. Avec la suspension de ce système chez les organismes russes, cela bloque toute possibilité de transactions financières mondiales, ce qui bloquera par conséquent les importations et exportations russes. Tant que ce système sera suspendu, le pays ne pourra compter que sur lui-même, à moins de payer en bitcoin ou de trouver un autre moyen de contourner le système. Ce qui arrivera sûrement, faut pas se mentir. Il existe aussi le système SEPA en Europe, mais il est bien plus limité et ne concerne que des transactions en euros. Attention tout de même avec tout ça, car cela peut se montrer à double tranchant très rapidement, étant donné que la Russie fournit aussi des ressources vitales à d'autres pays, comme le gaz, et possède aussi des systèmes de virement alternatifs comme le SPFS qu'elle utilise en commun avec d'autres pays comme évidemment la Chine. Certes, ce seront les premiers impactés car il y a énormément de transactions avec l'Occident, mais nous serons tous des dégâts collatéraux et cela risque d'encore augmenter le prix du gaz par exemple. Et actuellement, c'était pas forcément nécessaire. En dehors des mesures officielles, d'autres ont rallumé la flamme pour pouvoir attaquer la Russie sur le plan numérique. Les Anonymous, ces derniers s'étaient déjà réveillés à l'époque de Black Lives Matter et ils sont de retour avec de nombreuses attaques depuis le début du conflit. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'Anonymous n'est pas un groupe précis, mais plutôt un mouvement auquel ou plus ou moins n'importe qui peut se rattacher. Je vous invite à revoir mes vidéos sur le sujet pour avoir plus de détails. Mais il est donc très compliqué de tirer le vrai du faux sur ce qui est fait par ce mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est que les cyberattaques dont on va parler sont bel et bien réelles et que leur auteur parle au nom des Anonymous. Ce qu'on a vu le plus passer sont des attaques DDoS, car c'est souvent le plus visible pour le commun des mortels. Le but de ces attaques est de surcharger un serveur hébergeant par exemple un site internet pour ainsi le rendre inaccessible pour les internautes. Dans le tas, on a pu voir le site officiel du gouvernement russe, celui du président, du parlement, ainsi que l'application Russia Today, un média d'actualité contrôlé par l'État. Suite à ça, la Russie a rendu pas mal de ces sites complètement inaccessibles depuis l'extérieur de la Russie, comme le site militaire russe 1000.ru, qui ne chargera pas chez vous si vous essayez d'y accéder sans précaution particulière, mais qui voudra bien montrer le bout de son nez si vous y accédez via un VPN situé en Russie. On a aussi eu des gens qui ont récupéré une liste d'adresses mail de personnes faisant partie du gouvernement de la défense russe pour les rendre publiques. Et donc des petits malins se sont amusés à inscrire ces dernières à des sites porno gays. Bon, pour ceux qui y verraient une forme d'homophobie, il faut en fait y voir une belle ironie. On rappelle que Poutine a mis en place tout un tas de mesures anti-homosexuelles et autres LGBT, allant jusqu'à donner son soutien à la Tchétchénie dans toutes ses actions de persécution et de massacre des personnes faisant partie de cette communauté. Alors ok, l'un dans l'autre, tout ça n'est pas effectif très longtemps, que ce soit les mises en service des sites qui vont ne durer qu'une journée voire seulement quelques heures pour certains, et les newsletters qui sont très rapidement désinscrites. C'est pour ça qu'un autre groupe s'est lancé par ailleurs, Anonymous Liberland, en association avec la Pawn Bar Hack Team. Cette union veut faire des choses un petit peu plus vénères que du simple DDoS, avec par exemple l'attaque d'un site appartenant à un fabricant d'armes russe, et qui a grandement participé à l'équipement des forces russes dans ce conflit avec l'Ukraine. Le site a donc été mis hors service aussi ici, mais on a aussi extrait 222 gigaoctets de mails et autres échanges, certains contenant des fichiers
clés comme les schémas des SAM, des véhicules pouvant lancer des missiles aériens. Mais les Russes ne sont pas les seuls à subir des attaques informatiques. En effet, 2 malwares assez violents ont été retrouvés sur des infrastructures ukrainiennes, Emertic Wiper et Cyclops Blink. Ici, pas de revendication d'attaque par qui que ce soit, mais évidemment beaucoup soupçonnent la Russie d'être derrière tout ça. Le but de ces 2 virus est différent. Cyclops Blink est là pour collecter les données et ainsi faire de l'espionnage, et Emertic Wiper est plus direct, effacer purement et simplement les données en question avec aucun moyen de les récupérer, puis bloquer le démarrage de l'ordinateur. Actuellement, la société américaine WatchGuard aide à repousser toutes ces attaques, mais personne n'est vraiment épargné. L'Ukraine a carrément lancé un appel à recrutement pour faire une IT Army, autrement dit une armée numérique, avec comme but d'attaquer 31 cibles russes comme les agences du gouvernement, les banques, les services mail ou encore même le moteur de recherche le plus populaire là-bas, Yandex. Avec des annonces du style si tardives dans une guerre, on sent bien que ce secteur n'était pas vraiment pris au sérieux jusque-là. Et on se rend bien compte qu'on a affaire à un tout nouveau secteur de la guerre avec cette cyberguerre, car avec cette dernière, il est tout à fait possible de récupérer des données cruciales comme justement des stratégies tactiques ou encore de déboussoler l'adversaire en modifiant ce qui peut se passer bien sur ses ordinateurs et ainsi soit changer ses plans, soit retarder des avancées technologiques à une ère où tout est connecté. Et tout ça sans poser le moindre orteil dans le pays visé. On a des cybergangs qui commencent déjà à pas mal faire parler d'eux, comme Conti ayant annoncé son soutien total au gouvernement russe et qui est connu pour être l'un des gangs les plus dangereux sur la toile. Et pour vraiment voir que beaucoup ne sont pas vraiment familiers avec ce milieu, il suffit d'aller sur le côté de la guerre traditionnelle. On a par exemple vu cette actualité où pas mal de soldats russes ont dévoilé leur position à cause de Tinder. En effet, les soldats avaient l'application sur leur smartphone et donc littéralement un tracker GPS avec eux sur lequel ils étaient complètement consentants. Il existe aussi plein de soldats faisant des TikTok de danse sur le champ de bataille. En effet, pour ne citer que l'un d'eux, Alex Hook, un soldat ukrainien, partage de temps à autre des vidéos directement sur le front, avec pas mal de ses abonnés pensant que chaque vidéo sera la dernière. Il a refait une vidéo par ailleurs aujourd'hui confirmant qu'il est toujours en vie, mais c'est vraiment délirant comment tout ça peut leur paraître banal alors qu'on parle quand même de faits très graves. Loin de moi l'envie de romantiser la guerre ici, mais on se rend bien compte que personne n'est là par envie, que chacun essaie de dédramatiser ça comme il le peut. Et très franchement, je préfère ça à tous ces TikTok fake faisant croire à des images chocs qui sont juste récupérées de films. Même le gars qui a un compte TikTok super populaire de deepfake sur Poutine s'est retenu de faire n'importe quoi avec son compte pour le moment. Ouais, s'agirait que tout le monde fasse de même quand même. Après, je critique pas mal les utilisateurs, mais certaines plateformes font aussi du sacré zèle. On a vu par exemple voir OnlyFans bannir des modèles russes qui demandaient à leurs abonnés de se faire rembourser leur abonnement du mois en cours pour ainsi faire un don à l'effort ukrainien. Tout le monde marche sur la tête en ce moment, clairement. Là où par contre ça risque d'être encore plus compliqué sur notre monde de tech à nous, eh bien c'est pour le salon hardware le plus populaire du monde, le Computex, qui devrait avoir son édition physique en 2022 au mois de mai à Taïwan, après une édition virtuelle pour cause de Covid. Problème, pas sûr que Taïwan existe encore d'ici là. Et quel rapport avec ce qu'il se passe? Eh bien Taïwan est un peu l'Ukraine de la Chine, et beaucoup ont peur que cela donne des envies à Xi Jinping, le président chinois, d'aller envahir Taïwan pour récupérer le pays comme une province chinoise. Beaucoup voient ce scénario catastrophe arriver, et donc cela voudrait dire que ce fameux salon serait, je pense, annulé, mais aussi la production et l'exportation de puces de microcontrôleurs, étant donné qu'une grande partie des fonderies de semi-conducteurs s'y trouvent, TSMC pour ne citer que le plus grand. Et oui, à votre avis, le T veut dire quoi là-dedans? Bon après, si on en arrive là, je sais pas si on aura encore quelque chose à faire de la prochaine RTX, clairement. Enfin, évidemment, j'ai fait des vannes pendant cette vidéo pour détendre l'atmosphère, mais il y a rien de drôle dans ce qui se passe. Des gens meurent, des pays sont ravagés, des familles détruites. Le fait de voir sous nos yeux une guerre qui va possiblement arriver jusqu'à nos contrées est réellement dramatique. Maintenant, bon, vous comme moi, on ne peut pas faire grand chose à notre échelle, à part peut-être essayer de tirer des leçons et de se préparer comme on peut au cas où nous venions à être plus impliqués qu'aujourd'hui, sans sombrer dans la paranoïa bien sûr. Et je pense que c'est important que je vous délivre tout de même de l'information là-dessus, comme j'ai pu le faire avec BLM à l'époque ou encore avec le ban de Huawei, car là aussi il y avait un conflit géopolitique finalement. Donc oui, j'essaie de dédramatiser un peu la situation histoire de faire passer la pilule plus simplement et de vous filer les infos sans vous donner une envie de prendre un cachet de Xanax supplémentaire, car je pense qu'on est tous un peu sous le coup de tout ce bazar. J'espère avoir réussi sans non plus avoir été trop dans l'excès. Malgré tout ça, je pense que cette vidéo est réellement importante. On voit plein de gens dire n'importe quoi, même pire, certains profitent de la situation pour abuser de la bonté des autres. On a par exemple pu voir l'antivirus E7 mettre en lumière des faux sites internet de donation, soi-disant pour aider l'Ukraine, alors qu'en réalité, l'argent allait directement dans les poches d'une grosse raclure. Et si ce genre de vidéo informative peut empêcher au moins un de ces arnaqueurs de proliférer, ce sera déjà réussi. Merci en tout cas
cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, le pitch de fin vous le connaissez, le pouce bleu, le partage, tout ça, je vais pas trop le faire sur cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, et d'ici là, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!